PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, et c'est bien sûr avec Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, vous qui nous écoutez, si vous avez des soucis avec votre propriétaire, vos locataires, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison ou votre appartement avec nos amis de PAP, on vous répondra tout à l'heure dans le coaching IMO. Vous nous appelez au 0800 26 300 300. Et comme d'habitude, on démarre avec le journal de l'IMO. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et on commence avec une étude, Marc. Les agents immobiliers n'auraient pas le moral, c'est ça? Et oui, le ralentissement de l'immobilier entraîne un certain pessimisme chez les agents immobiliers, selon le dernier baromètre Opinion de Système. Un pessimisme que les professionnels ressentent à propos de l'accès des primo-accédants à la propriété, des conditions d'accès au crédit, ou encore de la stabilité des prix de l'immobilier. D'une manière générale, la confiance des acheteurs et des vendeurs est un sujet d'inquiétude pour plus de la moitié des professionnels de l'immobilier. Des craintes qui se confirment sur le terrain. Près de 6 agents immobiliers sur 10 pointent même une hausse des ruptures de compromis de vente, faute d'accord des banques. Bon. Autre info dans le journal, peut-être un contrôle technique obligatoire de nos logements, c'est ça? Eh oui, responsabiliser les bailleurs, c'est le but recherché par le député Renaissance du Val d'Oise, Guillaume Vultet, qui entend renforcer le contrôle et la décence des logements du parc locatif. S'appuyant sur le rapport de la Fondation Abbé Pierre, il rappelle que le nombre de victimes d'intoxication au plomb n'arrête pas d'augmenter, notamment chez les enfants. L'élu a donc déposé une proposition de loi visant à instaurer un contrôle technique des logements, à l'image de ce qui se fait déjà pour l'automobile. Le but, lutter contre l'habitat indigne, une mesure préventive qui interdirait de louer un appartement qui ne respecterait pas certaines caractéristiques minimales de décence. Et on continue avec l'histoire d'un propriétaire victime d'un squat qui a dû planter sa tente devant le siège de son assureur. Et oui, il y a quelques jours, un propriétaire dont la maison est squattée depuis 2 ans à Toulon a choisi de planter sa tente devant le siège d'une compagnie d'assurance pour l'alerter sur sa situation. Son histoire remonte à 2021 lorsqu'il a mis sa maison en location. Peu de temps après, les locataires se sont séparés et la femme a été placée sous curatelle. Il aura alors dû faire face à des impayés. Son bien a ensuite été squatté pendant l'absence de la locataire et est même devenu un point de deal. La maison s'est tellement dégradée qu'elle a fait l'objet en février 2022 d'une procédure d'insalubrité mettant en demeure le propriétaire de réaliser de gros travaux sous 6 mois. Pas évident pour le monsieur. Non, j'avais moins qu'on puisse dire. Bon, on poursuit avec des locataires d'une résidence HLM qui, eux, ont vu leur charge exploser. Et du coup, on reste à Toulon, où les locataires d'une résidence HLM ont vu leur charge augmenter en raison de la hausse des prix du gaz. Ils sont chauffés au réseau de chaleur urbaine, non concernés par le bouclier tarifaire. Très récemment, les locataires ont reçu leur relevé de régularisation de charges. La facture a grimpé parfois de 150 à 200 euros par mois. Alors oui, vous le disiez, donc ce bouclier tarifaire, il n'est pas appliqué dans cette résidence, hein, c'est ça? Eh oui, tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que cette résidence bénéficie, comme on le disait tout à l'heure, du réseau de chaleur urbaine. Pour faire simple, les déchets verts sont valorisés et en créant de la chaleur en brûlant. C'est ainsi que le chauffage fonctionne dans cette résidence. Ce système ne fonctionne donc pas au gaz, ce qui explique qu'aucun bouclier tarifaire n'est prévu. Le problème dans cette histoire, c'est que les tarifs ont augmenté car le calcul de ce mode de chauffage est bizarrement indexé sur le coût du gaz. Très logique tout ça. Hein. On marche un peu sur la tête. C'est ça. Allez, dans quelques instants, on vous retrouve avec votre invité pour le Mac de la semaine. On parlera location saisonnière avec les bons plans vacances pour l'été qui arrivent à grands pas. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com.
Et c'est la suite d'en parler moi avec Marc Ezrati. Tout de suite, c'est le MAC de la semaine et on retrouve Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulierpap.fr. Bonjour Laetitia. Bonjour Laurence. Alors Laetitia, on est le 10 juin et pas mal de Français n'ont pas encore réservé leurs vacances. Est-ce qu'il est encore possible de trouver des locations pour cet été? Bonjour Marc, alors... Et surtout des bons plans. Eh ben, on va essayer de répondre à tout ça. Pour commencer, je vais essayer de vous faire un petit état des lieux des réservations dans les différentes régions. Et ce qui est assez intéressant cette année, c'est qu'à ce stade, ce qu'on observe, c'est que les destinations prisées par les Français ont quand même pas mal évolué par rapport à l'année dernière. Il y a des régions qui sont en nette progression et il y en a qui baissent. Et il y en a même qui baissent de façon assez marquée. Alors, qui tire son épingle du jeu là, dans ce tableau-là? Globalement, toutes les régions en bord de mer qui sont situées au-dessus de la Loire sont très prisées cette année. C'est le cas de la Bretagne, de la Normandie et même de la Manche Nord, avec le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime qui sont en progression. Par exemple, la Bretagne voit son volume de réservation progresser de près de 20%, je vous dis une bêtise. La Normandie de 17% et la Manche Nord de 16,3%. Il va y avoir du monde cet été chez vous, Marc. Oui, et je vous le confirme d'ailleurs à Berck-sur-Mer, les derniers chiffres, c'est 21% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Bon, du coup, si ces destinations augmentent, lesquelles sont moins prisées cette année? Et bien à l'inverse, toutes les régions de bord de mer qui sont situées sous la Loire baissent. C'est le cas de la Côte d'Azur qui est en baisse de 27,8%, ce qui est quand même assez marqué par rapport à l'année dernière. Le Languedoc baisse de 17,2% et l'Atlantique Sud de 17,1%. Et en Corse, c'est encore plus marqué, on est même à près de 35% de baisse. Donc c'est vraiment assez marqué. Les secteurs qui se situent au milieu de tout ça, la Vendée, les Charentes sont stables. Donc c'est vraiment marqué cette frontière nord-sud. Et puis pour le reste, la montagne enregistre une petite progression. On est à plus 6,6%. Et la campagne, de son côté, est en baisse. Mais là encore, ce sont plutôt les zones de campagne du sud, comme le Vaucluse ou le Gard, ou même la Dordogne, qui sont les plus impactées. Alors, comment on explique ces baisses assez brutales cette année ? A priori, ce qu'on analyse, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes. Bon, en premier lieu, on va quand même parler du contexte économique et notamment l'inflation qui pèse lourdement sur le budget de beaucoup de Français cette année. Plusieurs études récentes ont montré que beaucoup de Français, ils sont confrontés à l'inflation, ils ont une augmentation forte de leurs dépenses quotidiennes, mais pour autant, ils ne comptent pas renoncer à leur séjour de vacances malgré cette augmentation du coût de la vie. Il y a un sondage, Opinionway, qui a été réalisé du 27 au 28 avril pour l'Illigo, qui dit 62% des Français envisagent de partir cet été. C'est 2% de plus que l'année dernière. On retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes chiffres dans une autre étude qui a été réalisée fin mars par G2A Consulting. Et eux évoquaient 64% de Français qui souhaitent partir. Donc voilà, vraiment en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que les Français ne souhaitent pas renoncer à leurs vacances, mais ils vont s'orienter sur des secteurs moins chers ou sur des vacances qui vont leur coûter moins cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander à ceux qui nous écoutent ce matin et qui n'auraient pas encore réservé ? Je crois que déjà, faut quand même rassurer les gens qui n'ont pas encore réservé. C'est encore possible de trouver une location, même le 10 juin, et même de trouver des bons plans. Vous me parlez de bons plans, il y en a. Encore. Alors moi, ce que je conseillerais déjà, c'est que si vous n'avez pas encore réservé, donc on s'adresse à ceux-là, et que vous avez le choix sur vos dates, moi, je recommande à ceux qui peuvent partir en juillet de privilégier ce mois-là, parce que la baisse des réservations dont j'ai parlé, elle est plus marquée sur juillet que sur août, et donc il y aura plus de facilité à trouver une location sur cette période, surtout pour les gens qui cherchent un bien pour 4 à 6 personnes en bord de mer, parce que c'est vraiment le type de logement qui est le plus recherché. Je précise au passage d'ailleurs, on a évoqué une baisse importante des réservations sur la côte et notamment dans le Var. C'est vrai, mais en volume, ça reste quand même élevé. Donc je ne suis pas non plus en train de dire qu'il n'y aura personne. Il ne faut pas se dire que tout est encore alloué dans le Var. Donc voilà, il ne faut pas réserver. Donc sur la période, si vous pouvez partir en juillet, faites-le, vous aurez plus de facilité à trouver. Et puis, vous paierez peut-être un peu moins cher votre location aussi, puisqu'en moyenne, les locations sont 4,2% moins chères en juillet qu'en août. Et si je ne peux partir qu'en août ? Là encore, il vous reste quand même des possibilités. J'ai parlé de la campagne, donc il y a eu quand même une baisse du volume de demande cette année, donc il reste un certain nombre de disponibilités à la campagne, même en août.
Et ça, c'est au nord comme au sud. Et en plus, à la campagne, vous aurez sûrement la possibilité de louer une maison au prix d'un appartement à la mer et parfois même une maison avec piscine. Oui. J'ai regardé avant de venir à l'émission. Je peux vous donner quelques exemples de maisons, par exemple, encore disponibles sur notre site PAP Vacances. En Dordogne, une très jolie maison en pierre pour 6 personnes à côté de Sarlat, disponible en août au tarif de 900 € la semaine. Un autre exemple dans les Cévennes, à Pont-de-Rastel, très exactement, une jolie maison aussi pour 8 personnes en bord de rivière, vraiment les pieds dans l'eau, baignade assurée dans la rivière, à 590 € la semaine. Et puis, si on va sur le nord, en Normandie, à Elbeuf, une chaumière typique pour 10 personnes en lisière de forêt à 950 € la semaine. Donc, vous voyez, il y a encore des dispos. Il y a aussi des dispos à la montagne. On a des dispos encore, pareil, sur PAP Vacances, par exemple, en Haute-Savoie. Un chalet dans la station des Ouches, 600 € la semaine. Dans les Pyrénées, une maison pour 12 personnes, 920 € la semaine. Ou en Auvergne, au Mont d'Or, un chalet pour 6 personnes à 800 € la semaine. Voilà, donc il y a encore, vous voyez, des disponibilités pour ceux qui n'ont pas réservé, y compris en août. Bon, et du coup, si on veut quand même partir à la mer, est-ce qu'il y a encore des possibilités pour le mois d'août ? Alors oui, mais là, il faut vraiment plus tarder. On est quand même le 10 juin, donc ne tardez plus. Moi, j'ai trouvé quelques exemples encore disponibles. Une maison pour 6 personnes à Trouville, dans le Calvados, pour 850 €. Une maison à Gujan-Mestras pour 6 personnes dans le bassin d'Arcachon, 900 € la semaine. Et puis un appartement à 6 personnes à Sifour-les-Plages, dans le Var. On parlait du Var, vous voyez, il y a encore des dispos, à 770 € la semaine. Voilà, donc... Ouais. Faut se dépêcher quand même, mais il y a encore des bons plans et encore des disponibilités. Merci beaucoup Laetitia Caron, on vous retrouve tout à l'heure pour le coaching. Et puis on l'a bien compris, il reste des dispos, mais il ne faut pas tarder. C'est ça. Allez, merci Laetitia, tout de suite. Tout de suite, le témoin de la semaine, ce matin, on est avec Marion Brunas, qui a passé une partie de sa vie professionnelle dans la banque avant de se reconvertir dans l'immobilier. Bonjour Marion Brunas. Bonjour. Marion, bonjour. Vous avez 35 ans et vous êtes maman d'une petite fille. Vous avez commencé votre carrière dans le milieu, alors non pas de la banque, mais des ressources humaines, Lige, où vous avez exercé vous avez exercé dans différentes fonctions comme la gestion de carrière, le recrutement ou encore la sécurité au travail. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là ? Eh bien, le point commun, je dirais que ce sont les relations humaines. Ce sont effectivement de riches expériences où j'en garde de belles anecdotes. Et puis, j'ai appris à être discrète, rigoureuse. Et j'ai aimé être au service des autres, faire preuve de bienveillance, d'empathie, entre autres. Mmh. Alors, dans ces métiers, vous l'avez dit, vous avez acquis des qualités de rigueur, de discrétion. Ce sont des valeurs qui vous servent aujourd'hui dans votre métier de conseiller immobilier ? Oui, c'est certain. C'est un métier où il allie autant de compétences de savoir-faire que de savoir-être. Et il est important d'aimer le relationnel, de s'intéresser aux autres, mais aussi de faire preuve d'empathie, de discrétion, de confidentialité. Mais c'est évident, il faut savoir aussi observer. Alors, d'ailleurs, comment vous en êtes arrivé à l'immobilier ? Ça a été quoi le déclic ? Eh bien, je n'étais plus en accord avec les valeurs de mon métier RH dans lequel on parle davantage de rentabilité et de productivité que l'on se soucie du bien-être des salariés au travail. On en oublie les valeurs humaines et on nous noie sous des procédures administratives qui finalement se montrent parfois contre-productives. Et puis j'avais besoin de reconnaissance dans mon travail, d'autonomie, d'indépendance. J'avais envie de rendre compte qu'à mon client final. Je ne souhaitais plus d'intermédiaire. Et clairement, j'avais envie de bien gagner ma vie, au moins proportionnellement à l'énergie que je fournis dans mon travail. Et puis, du coup, je me suis intéressée au milieu de l'immobilier car c'est un domaine qui interpelle, dont on parle facilement en société. Et j'ai toujours été curieuse des innovations technologiques, notamment celles du bâtiment, qui s'inscrivent clairement dans nos sujets d'actualité. C'est un milieu évolutif et de challenge dans lequel on ne s'ennuie pas. À quoi elle ressemble, Marion, votre vie aujourd'hui ? Je dirais plus d'autonomie, plus de challenge, une meilleure rémunération et une plus grande disponibilité pour ma famille, de la reconnaissance professionnelle, de la satisfaction personnelle. D'ailleurs, avec du coup, vous avez pu retrouver un petit peu de temps avec vos enfants. Oui, tout à fait, c'est ça. J'ai donné naissance à une petite fille et du coup, je peux facilement allier et ma vie pro et ma vie perso et ça, c'est un vrai bonheur. Dites-moi, c'est quoi au final un bon conseiller immobilier selon vous ? Je
pense que c'est quelqu'un de professionnel, de pugnace et d'empathique, de rigoureux et qui fait preuve de bon sens. Il faut être bien sûr professionnel et connaître techniquement son sujet. Et il faut savoir aller chercher l'info lorsqu'on ne l'a pas, savoir dire je ne sais pas, mais aller chercher la réponse et être humble. Alors Marion, moi je vous conseille de voir un film qui est sorti mercredi dernier, mercredi 7, qui s'appelle Waouh, c'est sur les agents immobiliers, et j'aimerais bien vous réentendre dans quelques semaines pour avoir votre opinion sur ce film. Avec grand plaisir. Merci à vous, très bon week-end à vous. Et puis à très bientôt. Et puis merci de nous avoir consacré un peu de temps. Merci beaucoup, Marion. Merci, Marc. Et puis c'est bien d'entendre parler comme ça des relations et des ressources humaines. C'est ça, en n'oubliant pas le H parfois d'humaine. Je vois que ça fait sourire Marion. En tout cas, on sent que c'est une belle reconversion. Merci Hélène. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants avec Laetitia Caron pour le coaching IMO. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous nous appelez au 0800 26 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Allez, c'est la suite, on parle IMO avec Marc Ezrati. Et tout de suite, c'est le coaching immobilier avec Laetitia Caron, qu'on retrouve, directrice bien sûr générale de particulier à particulier. PAP.fr. Et ce matin, on est avec Richard qui a donc contacté le standard de Sud Radio au 0800 26 300 300. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour Richard. Alors, Bonjour. Qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Alors, ce qui me vaut mon appel, c'est que je suis propriétaire d'un 3 pièces à Montpellier. Mes locataires quittent le logement en septembre et donc j'envisage de le proposer à la colocation. Et je me demandais comment je pouvais m'y prendre et si j'y trouvais des avantages. Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante, Richard. On va bonjour Laetitia. La colocation est un thème qu'on n'a pas souvent abordé dans le coaching. C'est vrai, Marc. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors déjà, on va démarrer en donnant une toute petite définition de ce que c'est que la colocation, parce que tout le monde pense connaître, mais finalement, il y a quelques petites spécificités. En gros, une colocation, c'est une location à plusieurs locataires. Jusque-là, en général, vous me suivez. Mais ce qui est important, c'est de se dire que ces colocataires peuvent avoir des liens entre eux. Ils peuvent être amis, ils peuvent être frères et sœurs, ils peuvent être aussi concubins, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas marié ou pacsé, vous êtes considérés comme des colocataires. D'accord ? C'est quoi la différence avec le co-living ? Alors le co-living, c'est un propriétaire qui va organiser le fait que des locataires puissent s'installer dans un logement, mais je dirais un peu à la carte. En offrant des services, etc. Alors que la colocation, c'est un appartement, des chambres dans un appartement. Exactement. Et donc dans cette colocation, on partage le même salon, la même cuisine, la même salle de bain parfois, mais on a en général sa propre chambre et on partage évidemment les charges et le loyer. Voilà la définition à peu près de la colocation. Alors Laetitia, la colocation, elle est encadrée par la loi. J'imagine donc qu'il y a des contrats spécifiques pour la colocation. Alors oui, en tout cas, c'est important de savoir, Richard, que si vous faites de la colocation, en gros, il y a deux possibilités sur le contrat. Soit vous allez faire ce qu'on appelle une colocation à bail unique. En gros, c'est un seul et unique bail pour tous les colocataires qui vont signer le même contrat. Ils sont, et ça c'est important de savoir ça, parce que quand vous signez le même contrat avec tous, ils sont solidaires entre eux. Ça veut dire que s'il y en a un qui ne paye pas son loyer, les autres doivent payer pour lui. Et ça veut dire aussi que s'il y en a un qui quitte le logement, les autres, et que personne ne le remplace, les autres colocataires sont responsables du paiement de l'intégralité du loyer. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Et donc, c'est un type de bail. Alors, il faut savoir aussi, ça c'est important, je le précise pour les auditeurs, parce que dans l'autre sens, quand on est colocataire sur un bail unique, il faut quand même aussi connaître les conséquences. Quand on quitte le logement, on est encore solidaire pendant 6 mois du paiement des loyers si jamais les autres ne payent pas. Donc c'est quand même important de le savoir. Voilà pour le contrat de bail unique. Il y a une autre possibilité qui est de faire une colocation à baux multiples. Et donc là, les baux multiples, ça veut dire que chaque colocataire a son bail avec le propriétaire. Et donc là, ils sont indépendants les uns des autres.
Chaque locataire, dans ce cas-là, est redevable de sa quote-part de loyer, mais ils ne sont pas solidaires entre eux. Ça veut dire que s'il y en a un qui ne paye pas son loyer, le propriétaire devra se retourner contre ce colocataire-là, mais ne pourra pas exiger des autres le paiement de l'intégralité du loyer. Et puis, si un des colocataires s'en va, eh bien, il fait son préavis, mais ensuite, les autres colocataires ne sont pas responsables du paiement. Donc, ça veut dire que le propriétaire perd une quote-part de loyer si personne ne le remplace. Voilà en gros les deux types de contrats. En général, je le précise, la plupart des propriétaires optent pour le contrat à bail unique parce que il est plus simple à gérer côté propriétaire. Richard, je vais du coup vous poser aussi une question. Est-ce que vous aviez demandé, parce que là vous aviez des locataires classiques, je crois préalablement, oui. Est-ce que vous leur aviez demandé une caution à ces précédents locataires ? J'avais demandé une caution, effectivement, parce que je le faisais à titre privé, donc oui. D'accord. Alors, c'est une bonne chose et en colocation, ça peut être aussi utile et je vous le recommande. Moi, je vous recommande, ce qu'on appelle caution, c'est aussi donc caution solidaire. Donc, c'est un garant, en gros. Et donc, en général, moi, je recommande, sauf s'il y a des revenus élevés ou si les locataires ont une garantie type Visal, etc. Mais ça peut être utile de demander une caution solidaire. J'en parle parce que c'est important aussi pour les locataires et notamment pour les personnes qui vont se porter caution, de savoir que quand on est dans un bail unique, les parents ou les personnes qui se portent caution du locataire sont liés aussi par la clause de solidarité. Donc ça veut dire que vous devenez aussi caution des autres locataires. Pour vous, en tant que propriétaire, ça peut être intéressant, évidemment, mais c'est important aussi dans le cas des locataires de le savoir. Voilà. Et puis si en revanche vous êtes dans le cadre d'une location à baux multiples, alors chaque garant est engagé à la hauteur, et pour le locataire pour lequel il est garant uniquement. Laetitia, j'aimerais savoir s'il y a des avantages à louer en colocation. Alors oui, il y en a, bien sûr. D'abord, c'est un mode de location qui se démocratise beaucoup. Il y a pas mal de locataires aujourd'hui qui sont intéressés par la colocation et donc qui cherchent des logements proposés à la colocation. Ensuite, un appartement en colocation peut se louer un peu plus cher qu'un logement classique. Et donc, c'est possible pour un propriétaire de mettre son bien en colocation pour augmenter le montant global de son loyer, sauf s'il est en zone vraiment tendue, où là, ça peut être plus compliqué. Mais ça peut être, en tout cas, une façon de le louer un peu plus cher et d'augmenter sa rentabilité. Il faut aussi savoir que quand un colocataire s'en va, on peut augmenter son loyer plus facilement puisqu'il est possible de le réévaluer à chaque départ de colocataire. Pour les grandes surfaces, alors je ne sais plus quelle surface vous avez, Richard, mais allez-y, dites-moi. J'ai une quarantaine de mètres carrés, pardon. Ouais, donc là, c'est plutôt une petite surface, donc ça serait plutôt une colocation à deux, j'imagine. Mais en revanche, pour les grandes surfaces, ça peut être plus facile parfois de trouver des colocataires, parce que les grandes surfaces se louent parfois moins facilement à un seul locataire. En revanche, quand on fait une colocation, on va plus facilement trouver des locataires. Voilà grosso modo les avantages. Et puis dernier avantage, la carence locative. Donc en gros, le fait qu'il n'y ait pas de locataire entre deux locataires est souvent moins marqué parce que c'est quand même un mode de location aujourd'hui qui est recherché par beaucoup de locataires. Merci Laetitia pour tous ces conseils. Richard, est-ce que vous voyez un peu plus clair ? Tout à fait. Je vous remercie en tout cas Laetitia. Merci à vous. Je vais pouvoir choisir paisiblement cette option de mon côté en tout cas, c'est vrai. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère qu'on aura de vos nouvelles bientôt pour savoir quel choix vous avez fait entre les loyers à baux multiples ou à baux simples. Merci à vous et très très bon week-end à vous. Voilà, à vous aussi. Merci Richard. Si vous voulez nous appeler comme Richard, si vous avez des questions sur votre bien immobilier, vous nous appelez bien sûr au 0800 26 300 300 ou vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Allez tout de suite sur Sud Radio, c'est les coups de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coups de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, on continue avec vous pour découvrir le bien coup de cœur de la semaine de PAP. Et oui Marc, et alors cette semaine je vous emmène sur la côte d'Opale. On reste près de chez vous. Oui. On va à Sangatte, plus précisément à Blériot-Plage. C'est plus haut, ça. Voilà, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais et qui est, donc, comme son nom l'indique, en bord de mer. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à Sangatte ? On y trouve une maison qui est située dans une zone assez recherchée, qui est à 50 mètres de l'accès plage, qui est à 10 minutes
de la gare TGV de Ferten, ou de Fertin, je ne sais pas comment on dit. De Frétin. Frétin. D'accord, pardon. C'est une maison qui fait 105 mètres carrés sur un terrain de 280 mètres carrés. Il y a une jolie pièce de vie de 45 mètres carrés au rez-de-chaussée, 4 chambres à l'étage, une jolie terrasse carrelée orientée sud-ouest, et puis des combles aménagés qui peuvent servir de salle de jeu, de bureau ou bien d'une chambre supplémentaire si on a envie de recevoir ses amis. Et puis surtout, c'est une maison chauffée avec un chauffage central au gaz, chaudière à condensation récente et un poêle à bois, très bien chauffé. Voilà. Et puis on rappelle qu'à Frétin, pour moi ça rime aussi par frites, fricadelle ou carbonate flamande, pas de chevelche. Alors, vous le dites très bien, Marc. Je pense qu'en effet, on peut confirmer que côté friterie, je pense qu'il y en a une tous les kilomètres dans ce secteur à peu près. Donc, tous les centaines de mètres. Voilà, vous devriez être bien servi. Et puis, on l'a pas bien précisé, mais c'est une région qui est vraiment très joliment servie justement en paysage, qui est vraiment avec des grandes plages à perte de vue, les plages du Nord, et puis sur laquelle on peut faire pas mal de randonnées. Voilà, donc c'est exactement. Et à Frétin, vous avez et le TER et le TGV pour ceux qui sont par exemple en télétravail comme votre serviteur. Laetitia, quel est le prix de cette maison ? 295 000 €, donc c'est un prix qui me semble tout à fait correct, d'autant que la maison est vraiment en parfait état. Les sols sont comme neufs et la salle de bain est vraiment une jolie salle de bain avec des matériaux de qualité haut de gamme et puis des belles prestations dans toute la maison, donc ça me semble tout à fait correct. Eh bien merci. Et bon week-end, Laetitia. Bon week-end. Merci beaucoup, Laetitia. Puis vous ne serez pas très loin de Marc, si j'ai bien compris. Allez, on poursuit les coups de cœur avec un bien viager occupé proposé par notre partenaire Viagimo, Marc. Et c'est à Annemasse que je vous emmène ce matin, c'est en Haute-Savoie, à la découverte d'un appartement, 4 pièces de 97 mètres carrés. Cet appartement est idéalement situé à quelques centaines de mètres du centre d'Annemasse et à 20 minutes à peine de Genève et du lac Léman. Il se compose d'une vaste entrée, d'une cuisine indépendante avec loggia de plus de 16 mètres carrés, d'une pièce de vie lumineuse, tout en parquet, donnant sur un balcon de 12 mètres carrés, 2 belles chambres avec placard, un WC indépendant et une salle d'eau entièrement rénovée, un box fermé, une cave complète. Ce bien. Ce bien. Voilà, c'est bien exactement. Ou ce bien ? C'est bien. C'est bien. Ok, c'est bien. Ok. Et c'est une vente en viager occupé sans rente. Alors, on va peut-être rappeler quelles sont les conditions de vente alors. Eh bien, Laurence, pour cet appartement d'une valeur de 330 000 € vendu en viager occupé sans rente, vous ne verserez à sa propriétaire, une femme âgée de 77 ans, qu'un bouquet de 227 760 € précisément, en tout et pour tout, puisque vous n'aurez aucune rente mensuelle à payer. Voilà, c'est bon plan. Hein. C'est pas mal, ouais. Et si ce bien vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur le site de notre partenaire viagimo.fr. Et c'est la fin de l'émission. Et c'est déjà la fin de l'émission. Et ben voilà, on se retrouve le week-end prochain. De quoi vous nous parlez ? Eh ben on va se demander la semaine prochaine si un agent immobilier, ça sert encore à quelque chose. Oh, ça, voilà une question qui va plaire à nos auditeurs. Merci beaucoup, Marc. Au week-end prochain. À bientôt. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.